Bonjour, la dernière fois, j'avais fait une vidéo sur la diversification génétique du vivant. Cette fois, on va s'intéresser à la diversification non génétique. Donc normalement, il y a beaucoup moins de points à aborder, donc la vidéo sera beaucoup plus courte. Nous allons voir ça. Alors, on va commencer par parler de certaines associations d'êtres vivants. Vous savez qu'il existe plein d'êtres vivants sur Terre et que parfois, ces êtres vivants coopèrent ou au contraire ont des interactions néfastes. Et bien parfois, ces interactions entre les êtres vivants vont se faire d'une manière étroite et durable et vont carrément modifier les caractéristiques de ces êtres vivants. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, dans le cadre d'une interaction étroite et durable entre deux êtres vivants, on distingue deux cas de figure. Dans le premier cas de figure, un des êtres vivants y gagne et l'autre y perd. Donc dans ces cas-là, le premier va profiter du deuxième. C'est ce qu'on appelle du parasitisme. Il existe plein de types différents de parasitisme dans le vivant. Premier exemple, donc le ténia, qui est un ver qui peut faire jusqu'à plusieurs mètres de long, et qui va donc profiter de son hôte en en absorbant les nutriments qui transitent dans l'intestin. Au passage, le ténia peut se trouver chez l'homme. Donc là, le ténia y gagne, vu que c'est nourri grâce aux nutriments qui se trouvent dans l'intestin, tandis que l'autre y perd, parce que on va dire que c'est un petit peu gênant et ça peut poser certains problèmes d'avoir un ver de cette taille-là dans l'intestin. Chez les plantes, il existe également du parasitisme. Ici, on a le gui. Donc le gui, il va produire un suçoir qui va pénétrer jusqu'au vaisseau de xylème de l'arbre dont il est le parasite. Et donc grâce à cela, le gui n'a pas besoin de racines, il va pomper toute l'eau dont il a besoin dans la sève brute de l'arbre, ce qui permet du coup de se développer correctement, au détriment bien entendu de l'arbre, parce que l'arbre voit son système de sève détourné par ce parasite. Donc dans les deux cas, on a un être vivant qui gagne et l'autre qui perd, ça c'est du parasitisme. Le cas qui nous intéresse le plus, c'est lorsque les deux êtres vivants y gagnent. Dans ces cas-là, on appelle ça une symbiose. Alors à la volée, quelques petits exemples de symbiose. Premier exemple, les nodosités chez les fabacées. Donc les fabacées, il s'agit d'un certain type de plante, dont fait partie notamment le trèfle ou la luzerne. Et donc chez ces fabacées, il y a en général une symbiose avec une bactérie. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la racine de cette plante, on voit qu'il y a la présence de petits nodules, ce qu'on appelle des nodosités. Et dans ces nodules, si on regarde au microscope, on peut trouver des bactéries. Eh bien, ces bactéries, à quoi elles servent? Elles vont servir à fixer l'azote de l'air, enfin le diazote de l'air, afin de produire une source d'azote que la bactérie va ensuite livrer à la plante. Donc ça, c'est très intéressant pour la plante, parce que la plante n'aura pas besoin de prélever les ions directement dans le sol, sous forme d'ammonium ou de nitrate. Donc la plante a sa source quasi illimitée d'azote grâce à cette symbiose. La bactérie y gagne également parce que la plante va nourrir la bactérie en lui donnant les produits de la photosynthèse, c'est-à-dire des glucides. Donc là, les deux protagonistes y gagnent, il s'agit bien d'une symbiose. Deuxième exemple, le lichen, dont on y reviendra un petit peu plus tout à l'heure. Donc le lichen, il s'agit d'une symbiose entre un champignon filamenteux et des microalgues, donc unicellulaires. Là, on a une espèce de structure donc en mycélium, donc fait par les filaments du champignon, et cette structure va enfermer des microalgues en son sein. Les algues y gagnent parce que elles vont être approvisionnées en eau par le champignon, donc il va prélever l'eau grâce à son réseau de mycélium, et le champignon y gagne parce que, donc encore une fois, les algues vont produire des produits de la photosynthèse, donc des glucides, et donc vont permettre de nourrir le champignon. Donc encore une fois, les deux protagonistes y gagnent. Troisième exemple, les mycorhizes. Les mycorhizes, donc il s'agit d'une symbiose entre une plante et un champignon. Le champignon va permettre une optimisation du captage de l'eau, tandis que la plante va donner au champignon des produits de la photosynthèse, encore une fois, donc afin de le nourrir. Donc encore une fois, les deux y gagnent. Et enfin, dernier exemple de symbiose, donc les coraux. Donc les coraux, il s'agit d'une symbiose entre un animal, donc un cnidaire, qui est associé avec des zooxanthelles, qui sont des microalgues unicellulaires. Donc encore une fois, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire que les microalgues
font la photosynthèse, donc nourrissent l'animal en résidus glucidiques, tandis que l'animal fournit du coup une structure à cette microalgue. Donc encore une fois, les deux y gagnent. Donc c'est pour ça que les coraux doivent être présents assez proches de la surface, car c'est là qu'il y a de la lumière, de manière à ce que l'exoxanthelle puisse produire la photosynthèse. Alors on pourrait croire que les symbioses c'est exceptionnel dans le vivant, que ça concerne que vraiment une minorité d'êtres vivants. C'est pas du tout vrai. Il y a vraiment une majorité d'êtres vivants qui en fait sont en symbiose avec un autre. Nous-mêmes, on est en symbiose avec des êtres vivants, si on réfléchit bien. On a des bactéries dans notre intestin, avec qui on cohabite et avec qui on est en symbiose, et sans lesquelles on ne pourrait pas vivre, parce qu'on ne pourrait pas digérer correctement. Donc vous voyez que ces mécanismes symbiotiques sont loin d'être anecdotiques dans le vivant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces symbioses changent véritablement les caractéristiques des êtres vivants qui sont concernés, des deux protagonistes. Si on prend l'exemple du lichen, regardez à quoi ressemblent les deux êtres vivants lorsqu'ils sont pris séparément. Donc, la microalgue, il s'agit d'êtres unicellulaires, donc verts, qui sont en général dans de l'eau. Donc, ils peuvent pas vivre en dehors d'un milieu aquatique. Les champignons, eux, ils sont obligatoirement donc dans un sol qui est humide, et donc ils prennent la forme de grands réseaux de filaments comme ceci. L'association des deux va donner un lichen qui n'a pas grand chose à voir finalement, avec cette espèce de structure en feuilles là, en thalles, donc qui ne ressemble ni à l'un ni à l'autre des deux protagonistes. Donc là, on a véritablement des caractéristiques nouvelles qui apparaissent. En termes d'adaptation au milieu, on a également quelque chose d'inédit, puisque notre lichen est capable, lui, de résister à des milieux secs et fortement ensoleillés, ce qui n'est le cas ni de l'un ni de l'autre de ses protagonistes. Donc vous voyez que c'est assez intéressant. Alors, notamment, le lichen est capable de produire des molécules que ni le champignon ni l'algue n'est capable de produire, comme la pariétine par exemple. Et donc vous voyez que finalement c'est pas seulement l'addition de deux êtres vivants, mais on a quelque chose de plus à l'arrivée. Donc c'est pour ça qu'on parle ici véritablement de diversification du vivant, parce que la structure que l'on obtient à l'arrivée n'est pas du tout la même que ce qu'on avait au départ. On va maintenant parler d'un deuxième vecteur de diversification du vivant. Alors là on va se concentrer sur les vertébrés, et il s'agit de l'apprentissage. En effet, l'apprentissage va influencer l'acquisition de nouveaux caractères par une population donnée. Et ce qui est intéressant, c'est que les caractéristiques qui sont acquises par apprentissage peuvent du coup être héréditaires. Pourquoi ? Parce qu'on peut imaginer que les choses qui sont apprises par un individu, eh bien l'individu lui-même va les apprendre à ses enfants, etc., d'une génération à l'autre. Donc là, on a un bon exemple d'acquisition de caractéristiques qui sont héréditaires, malgré le fait qu'elles ne soient pas inscrites dans le génome. Alors, quelques exemples de caractéristiques acquises par apprentissage. Premier exemple chez le bonobo. Vous voyez que cet individu-là prend un bâton afin de le mettre dans une termitière, et ensuite pour en récupérer du coup les termites, et donc pour les manger. Donc ça, c'est un caractère qui est acquis par apprentissage, et qui va donc être transmis de génération en génération. C'est pas quelque chose d'inscrit dans le génome, si vous voulez. Deuxième exemple, chez les oiseaux. Donc, en fait, les scientifiques ont eu l'idée de faire des expériences sur le chant de certains oiseaux, c'est-à-dire qu'ils ont pris des oiseaux dans la nature, ils ont étudié leur sonogramme. Un sonogramme, ça représente ça. Donc en gros, c'est la variation de la fréquence du chant de l'individu en fonction du temps. Et ensuite, ils ont comparé le sonogramme obtenu avec des sonogrammes obtenus chez des oiseaux qui ont été isolés dès la naissance, donc qui n'ont pas eu d'apprentissage. Et ils ont remarqué que les chants étaient complètement différents. Et du coup, on a mis bien en évidence le fait que cette caractéristique-là du chant est vraiment, au moins partiellement, déterminée par l'apprentissage, et donc par l'influence des autres individus qui sont donc dans l'environnement de l'individu qui apprend au cours de sa jeunesse. Alors, bien évidemment, l'espèce chez laquelle l'apprentissage est le plus important, c'est bien sûr l'homme, parce que notre cerveau développé nous permet du coup d'emmagasiner énormément d'informations, et donc d'avoir un apprentissage qui va s'étoffer d'une génération à l'autre. Et là, on va donc parler de progrès. Donc si on compare
nos caractéristiques actuelles avec les caractéristiques de l'homme de Cro-Magnon, eh bien, ça n'a pas grand-chose à voir, alors que pourtant, d'un point de vue génétique, c'est la même chose. On est vraiment chez la même espèce. Donc, vous voyez bien que là, l'effet de l'apprentissage d'une génération à l'autre et donc au cours du temps est quand même assez considérable. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.